L'accès à la propriété, source de tensions dans le monde agricole, des difficultés pour acheter des terres, un marché mal régulé. C'est ce que dénonce l'enquête du média breton Splan, splan.org, ONG d'investigation bretonne financée par les citoyens. Bonsoir Julie Lalouette-Geffroy, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes l'autrice de cette enquête. Alors d'abord, dans un premier temps, expliquez-nous pourquoi cette enquête, de quel constat êtes-vous partie ? On est parti d'un constat, d'un consensus général que l'on voit dans le secteur agricole, où tous les acteurs du monde agricole sont d'accord sur le fait que le renouvellement des générations est un point essentiel, un point sur lequel il faut aller. Ça fait partie d'ailleurs du projet de loi d'orientation d'avenir agricole qui arrive pour la fin de l'année. Et face à ce consensus sur ce besoin de renouvellement des générations, la porte d'entrée, c'est la question de l'accès au foncier agricole, parce que pour élever des porcs ou faire pousser des choux-fleurs, il faut des terres, tout simplement. Et donc, à partir de là, comment accéder à ces terres-là ? Donc, c'est ça le point de départ de l'enquête, de se dire comment on peut atteindre cet objectif-là et comment, du coup, fonctionne cette question du foncier. Comment est-ce qu'on peut avoir des terres agricoles en Bretagne ? La question donc, de l'installation au cœur de votre enquête. Justement, on va regarder avec vous, Eric, quel est le contexte ? Est-ce que le nombre d'agriculteurs, d'agricultrices a augmenté ou est-ce qu'il a diminué ? Eh bien, Inès, on va regarder l'évolution du nombre d'exploitations. Déjà, ça baisse selon les chiffres de la DRAF, la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt. 26 347 exploitations agricoles en Bretagne en 2020. Il y en avait plus de 34 000 en 2010, soit une diminution de 24% en 10 ans. La baisse est plutôt en moyenne de 20% en France métropolitaine. Le nombre d'agriculteurs chefs d'exploitation ou co-exploitants associés suit la même tendance, moins 22% sur la période. On est passé de 46 693 personnes à 36 412. Ça pourrait bien durer si on regarde la fréquentation en baisse, elle aussi, et des lycées agricoles, moins 14% d'élèves en 10 ans. Donc ça se voit aussi dans les lycées. Julie Lalouette-Geffroy, qu'est-ce qui ralentit finalement ces installations ? Pourquoi c'est compliqué ? On voit assez nettement qu'il y a quand même une tendance à l'agrandissement. C'est ce que montrent aussi les données que vous venez de fournir. Les exploitations, il y en a moins, mais elles sont aussi plus grandes. Et on voit que cette tendance à l'agrandissement ne fait que se développer. Alors, dans les différents freins, pour bien comprendre, quand on veut pouvoir exploiter les terres agricoles, il y a la question de la propriété, acheter des terres ou les louer, et la question de l'exploitation, où il faut une autorisation pour ça. Et là, effectivement, il y a différents freins. Si on prend il y a deux régulateurs. Il y a le régulateur pour la propriété des terres et celui, justement, pour les exploitations. Le régulateur, la SAFER, ne peut pas intervenir sur toutes les ventes. On va y venir, mais par exemple, il y a l'exemple de Julie, c'est vous, Julie, de Valérie, qui se heurte dans cette enquête. En fait, vous parlez d'elle, de sa situation. Elle se heurte à un tas d'embûches. Elle n'arrive pas, finalement, à occuper une terre. Tout à fait. Là, en fait, justement, pour que le régulateur intervienne, en fait, il faut qu'il y ait une concurrence. Il faut pouvoir départager deux candidats et c'est là que le régulateur intervient. Et dans le cas de Valérie, une des personnes qui témoigne dans l'enquête, le meilleur moyen pour éviter la concurrence, c'est de l'éliminer avant, finalement. Du coup, ce qu'elle raconte, c'est avoir reçu des appels tous les jours, quotidiens, des gens qui vont chez elle pour qu'elle retire sa candidature. Elle a réussi à tenir bon pendant 4 mois et finalement, elle a dû retirer sa candidature. Donc, les personnes, ses concurrents en face, c'est gagné, ils ont pu s'agrandir. Et elle, retour à la case départ. Et elle va à nouveau essayer de demander une nouvelle autorisation d'exploiter si on veut bien lui laisser finalement le champ libre pour pouvoir s'installer un jour. Alors, pour réguler ce marché, il y a 2 organismes qui sont la SAFER et la CDOA. Eric, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est leur rôle exactement ? Oui, effectivement, SAFER, Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Les CDOA, ce sont les commissions départementales d'orientation agricole. Alors, la SAFER, elle peut arbitrer, vous l'avez un petit peu expliqué déjà, entre les candidats qui cherchent à acheter les mêmes terres agricoles. Elle va négocier à l'amiable dans 89% des cas et sinon, elle actionne ce qu'on appelle le droit de préemption, c'est-à-dire qu'elle acquiert les terres, elle est prioritaire avant de les revendre à l'agriculteur de son choix. Elle doit prioriser l'installation à l'agrandissement, par exemple le bio plutôt que le conventionnel. Une fois qu'un agriculteur a des terres, il lui faut une autorisation d'exploiter. Et ce sont les CDOA qui vont dire qui est légitime donc à cultiver ou faire de l'élevage. Les 2 structures sont composées d'agriculteurs, de représentants de l'État et des collectivités locales, de la Chambre d'agriculture, des syndicats agricoles, des banques notamment. Voilà pour le cadre. Pour ce qui est de l'activité constatée de ces structures, quelques données. 40 000 hectares de terres se sont vendus en Bretagne en 2022. La SAFER avait autorité pour arbitrer sur 24 000 hectares, mais selon Splan, les interventions constatées portaient sur seulement 5 600 hectares. Concernant les autorisations d'exploiter,
Plus de 4000 demandes pour 1300 dossiers examinés en 2021. Safer et CDOA ne se mêlent pas des choses quand il n'y a qu'un seul candidat. Ces organismes, la Safer et la CDOA, ont la lourde tâche de départager des concurrents. Et ce que vous dites en fait dans cette enquête, c'est qu'ils n'y arrivent pas vraiment. Non, parce que comme en fait on vient de l'entendre, en fait sur le marché foncier agricole, en fait la capacité juridique d'intervention de la Safer comme de la CDOA est complètement limitée. Donc effectivement, ce sont des outils assez impuissants finalement pour atteindre les objectifs de politique agricole qui sont fixés, que ce soit à l'échelle nationale comme régionale. Un autre point que vous abordez dans cette enquête, ce que vous présentez comme une conséquence d'un marché dérégulé, finalement, c'est l'essor de ce que vous appelez les holdings agricoles. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ce sont des fermes qui sont très grandes. Parce que l'image d'Épinal, je pense qu'on peut dire que c'est une image d'Épinal, c'est que la Bretagne est une terre d'élevage avec une agriculture familiale sur 62 hectares. Ça, c'est une moyenne, sauf que derrière une moyenne, forcément, il y a des disparités. Et on voit, je suis allée documenter des cas où on est sur des exploitations de plus de 1000 hectares, donc 1000 hectares, voire 1500 hectares. Donc c'est quand même beaucoup plus que 62 hectares. Et donc ces exploitations-là, qui sont énormes, échappent au radar des services de l'État. Quand on leur demande combien y a-t-il d'exploitations qui font plus de 1000 hectares en Bretagne, on ne sait pas, voire on nous dit qu'il n'y en a pas. Et en fait, si ça c'est possible, c'est parce qu'en fait, il y a un système d'ingénierie juridique, un peu des poupées gigognes, avec plusieurs entreprises imbriquées les unes dans les autres, qui font que c'est complètement illisible et que la Safer ne peut pas intervenir. Donc il n'y a pas une exploitation avec une surface, mais il y a des dizaines d'entreprises imbriquées les unes dans les autres. Et quand on cumule tout ça, on est à 1000 hectares et plus. Éric, je reviens vers vous. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'hectares, de l'évolution de ces grosses exploitations ? Oui, effectivement. Alors, les plus de 1000 hectares, on ne le sait pas, vous l'avez dit. Les très grandes fermes, au-delà de 200 hectares, ont quand même plus que doublé entre 2010 et 2020. La Bretagne en compte 582. Il y a eu plus 1000 exploitations de 100 à 200 hectares en 10 ans. À l'inverse, les fermes de moins de 100 hectares sont de moins en moins nombreuses. Exemple, les plus petites d'entre elles, les moins de 20 hectares, de 11 000 en 2010, elles ne sont plus que 7 000 en 2020. Alors, Julie Lalouette-Geffroy, expliquez-nous quel est le risque finalement pour nos campagnes de la disparition des petites structures ? En fait, c'est peut-être de se demander à quoi ça sert en fait ces petites structures et cette agriculture familiale. C'est les Nations Unies qui l'expliquent très bien. C'est que l'agriculture familiale, ça permet en fait, c'est le modèle qui est le plus résistant face aux aléas, qu'il soit climatique, qui est quand même un sujet d'actualité, qu'il soit économique. Ça permet aussi d'amener de la diversité et de la vivacité dans le milieu rural. Et l'agriculture familiale, elle sert à ça. Elle permet d'être robuste. Et par rapport aux objectifs de l'État français, c'est-à-dire de souveraineté alimentaire, qui sont quand même fondamentaux dans notre pays, l'agriculture familiale permet d'atteindre cet objectif-là. Alors qu'une agriculture qui serait beaucoup plus importante, finalement, les intérêts seront différents et la question de la souveraineté alimentaire risque d'en pâtir. Une question de souveraineté alimentaire. Une dernière question pour terminer. Est-ce que vous avez eu des difficultés à mener cette enquête ? Est-ce que c'était difficile ou pas de recueillir des témoignages sur ce sujet, sur des sujets de questions agricoles ? Oui, tout à fait. Ça a été assez difficile. D'ailleurs, une bonne partie des personnes qui témoignent dans cette enquête témoignent de façon anonyme. Parce que elles ont peur. Comme on a évoqué tout à l'heure la question des pressions, ce sont des personnes où on voit bien que le milieu agricole et le milieu rural se superposent. Donc c'est des personnes qui ont vraiment peur qu'il y ait des pressions sur elles-mêmes, mais aussi sur leurs proches, et qui généralement préfèrent ne rien dire. Et du coup, elles ont été très courageuses de témoigner dans cette enquête. Merci. Votre enquête justement à retrouver sur votre site internet splan.org, également en partenariat avec France 3 Bretagne, à retrouver également sur notre site internet. Merci beaucoup. Julie Lalouette-Geffroy d'être venue sur notre plateau pour nous en parler.